la une ce soir, les ministres en charge du genre des 8 pays de la CEDEAO sont réunis à Abidjan. Selon le dernier rapport des Nations Unies, un gain de croissance mondiale de 26% est possible si les femmes sont mieux traitées. Ces ministres planchent donc sur cette question. François Fillon a dit sa part de vérité. Il est revenu hier sur la polémique créée par l'emploi d'assistante parlementaire de son épouse. Il a présenté ses excuses, mais il maintient sa candidature à l'Élysée. Décryptage de son message dans ce journal. La Confédération africaine de football a distribué aux différentes équipes 9,6 milliards de francs CFA, une somme en nette progression par rapport aux 6 milliards de l'édition 2015. Mardi 7 février, bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h, merci d'être sur RTI 1. Démarrons à Adiaké, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Il y a eu ce matin des mouvements d'humeur au sein des forces armées. Les autorités militaires se sont rendues sur place, des discussions sont en cours, mais la vie a repris son cours normal à Adiaké. Le procès conjoint de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est à son deuxième jour après une pause de 2 mois. À la barre, le 30e témoin de l'accusation, Salifou Ouedraogo, mécanicien. Charles Blé Goudé, absent hier, était bien présent aujourd'hui dans le box des accusés. Retour en Côte d'Ivoire, l'égalité du genre dans l'espace CEDEAO, une question en première ligne des échanges des experts de la CEDEAO réunis à Abidjan. Selon le dernier rapport des Nations Unies, un gain de croissance mondiale de 26% est possible si les femmes sont mieux traitées. Alexis Ouedraogo. En Afrique, les femmes travaillent dur. Sur 10 d'entre elles, au moins 6 ont des activités génératrices de revenus. Pourtant, elles restent les plus grandes victimes d'exclusion sociale. Ce mardi, à Abidjan, pour comprendre et trouver des solutions, la CEDEAO a réuni ses experts en vue de démarrer des travaux. Respect du genre en vue d'une société plus forte telle que précisée par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les experts, eux, sortiront des fiches techniques, des efforts qui devront être soutenus, accompagnés et entretenus par des actions au niveau de chaque État. Comment mieux gérer les corridors régionaux et inter-États de l'espace CEDEAO? Quelles solutions pour corriger les failles et rendre ces frontières plus dynamiques? La CEDEAO a lancé une étude conjointe dans les 8 pays afin d'élaborer une stratégie régionale et un plan d'action. Juste indiqué. Le corridor est une connexion qui part d'un port à un pays incluant les postes de contrôle routier. Il est censé faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans le pays et entre des pays. Il a ainsi pour but de promouvoir le développement économique et social d'une part et d'autre part de soutenir le commerce intérieur et extérieur. Les corridors régionaux de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO n'ont pas produit les résultats escomptés depuis leur création. Pour améliorer leur gestion en vue de meilleurs résultats, la Commission de la CEDEAO initie une étude pour l'élaboration d'une stratégie régionale et d'un plan d'action pour la mise en place des institutions de corridors inter-États chargées de gérer les opérations de transport de corridors et la facilitation du commerce. Cette étude a démarré en Côte d'Ivoire et conjointement dans les 8 pays de la CEDEAO. Les structures impliquées dans la gestion des corridors en Côte d'Ivoire ainsi que le ministère des Transports sont mises à contribution. Cette étude est d'une importance capitale pour la Côte d'Ivoire qui ne lésine pas sur les investissements dans ces ports en vue de les rendre compétitifs. Cette étude est d'autant plus importante pour un pays côtier comme la Côte d'Ivoire parce que nous avons plusieurs corridors qui partent de nos ports vers les pays de l'Interland. Il s'agit en réalité de la compétitivité de nos ports et par ricochet de la compétitivité de notre économie nationale. Cette mission d'étude des consultants de la CEDEAO consiste ainsi à évaluer le fonctionnement des corridors, leur potentiel économique et à travailler de concert avec les comités nationaux de facilitation de transport et de transit routier CNFTTR et le comité de gestion des corridors CGC. L'Office national de protection civile et Expertise France ont signé un mémorandum d'entente. Il est question de renforcer les capacités opérationnelles de la Côte d'Ivoire en matière de protection civile. Herman Guivet. Cette signature d'accord entre l'Office national de la protection civile et Expertise France relative à la protection civile est l'une des préoccupations de l'Union européenne en matière de sécurité antérieure avec la Côte d'Ivoire.
Cet aboutissement est le fruit d'un travail conjoint avec l'Union européenne. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, salue la signature de cette convention et la qualité de la coopération qui lie l'Union européenne à la Côte d'Ivoire. Nous avons, dans la stratégie de protection des populations, conçu ce projet des centres de secours d'urgence, les 10 centres de secours d'urgence, avec les 1497 pompiers civils. Et le gouvernement fait sa part et je me réjouis que la signature de cette MOU vienne apporter une aide concrète et efficace à cette action. En effet, ces 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA, viendront aider à la formation de nos pompiers civils, viendront renforcer les équipements, renforcer les infrastructures pour que leur service soit plus efficace au bénéfice des populations. Occasion pour les partenaires ivoiriens et européens de réaffirmer leur collaboration à travers cet accord. Le projet dont nous venons de signer le mémorandum a pour objectif de permettre à l'ONPC de jouer son rôle de leader dans la gestion des crises en Côte d'Ivoire par la mise sur pied d'un centre de gestion interministériel des crises. L'Union européenne est toujours partenaire de la Côte d'Ivoire, en particulier sur les questions de sécurité, et en l'aidant à travers cet appui à l'ONPC à rapprocher les forces de protection civile de ceux qui en ont besoin. Assister au mieux les populations dans certaines parties du pays, la mission assignée aux pompiers civils, un cri de cœur des populations, véritable préoccupation pour le gouvernement. La journée mondiale sans téléphone est célébrée tous les 6 février. Pourquoi une telle journée est-elle observée en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens arrivent-ils à se passer de leur téléphone pendant 24 heures? Godefroy Okambawa et Herman Guivet. Il y a encore quelques années, le téléphone était un compagnon discret et peu encombrant. Mais ça, c'était avant. Sa version mobile a tout changé. Plus de confort d'écoute, mêlé d'options technologiques. Alors, question, peut-on se passer de son téléphone portable? L'outil high-tech devenu au fil des ans le compagnon le plus fidèle des hommes. En moyenne, chaque individu possède un téléphone portable. Le lien entre l'homme et l'appareil est si grand que l'on est tenté de se demander si l'on peut se passer de cet appareil pendant seulement 24 heures. Pas du tout. C'est comme si on était coupé du monde. Je suis devenu un peu accro du téléphone. Quand je n'ai pas de téléphone sur moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un outil de travail d'abord, c'est un outil de communication. Et puis aussi, sans mon téléphone, je ne sais pas ce que je peux devenir. Je suis comme un homme sans repère. Le 6 février est déclaré journée mondiale sans téléphone mobile. Une journée dont la portée ne semble pas du tout perçue par les populations. Non, je ne sais pas. Je sais pas. C'est une information, c'est une révélation pour moi. J'ai eu l'information depuis hier, grâce à ma page Facebook. Certains même ont même commenté, mais il n'y a pas eu d'autres informations. Pourquoi cette journée a été instaurée, journée sans téléphone? Le téléphone portable est consulté en moyenne 20 fois par jour, surtout chez les jeunes de 14 à 30 ans. Pour Phil Marceau, écrivain français, initiateur de cette journée depuis 2001, il s'agit de créer un cadre de réflexion autour de cet outil avec lequel, on peut se permettre de le dire, nous vivons une relation de plus en plus fusionnelle. Le salut aux couleurs, la montée du drapeau dans les établissements scolaires sont des outils pour créer des citoyens responsables et consciencieux, respectueux des lois et des institutions de la République. Cette pratique fait son retour dans les écoles. Parga se reconnaît. Salut, c'est une normalité. On chante en voyant, c'est allez les ditalité. Eli et Alima, tous deux en classe de CP2, cours préparatoire deuxième année au groupe scolaire banco-japonais d'Abobo. Ils ne pourront pas chanter l'abidjanaise, hymne national de la Côte d'Ivoire, ce lundi matin. Le drapeau de leur école est resté coincé du fait de la forte pluie de la veille. Une situation loin de décourager encadreurs et élèves. Ce lundi, on n'a pas pu saluer le drapeau compte tenu de la pluie et puis aussi on a eu un problème aussi au niveau du drapeau. Si au groupe scolaire banco-japonais, la montée du drapeau a été difficile, ce n'est pas le cas dans ce collège semi-privé.
Ici, comme tous les lundis, élèves, enseignants, encadreurs et directeurs se retrouvent dans la cour de l'école pour la montée du drapeau. Le collège Saint-Pierre-Charles salue le drapeau tous les lundis. Nous montons le drapeau et tous les vendredis, nous descendons le drapeau. Très important parce que les enfants, aujourd'hui élèves, ils sont la relève de demain. Donc il faut leur inculquer certaines vertus pour qu'ils puissent grandir avec ces vertus-là. À tous nos amis élèves étant en Côte d'Ivoire, qu'ils soient capables de connaître la bidjanaise parce qu'à travers la bidjanaise, l'homme peut être instruit. Après le salut aux couleurs dans cet établissement secondaire, direction l'école normale supérieure située à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est un peu plus de 7h45 quand nous arrivons sur les lieux. Le drapeau flottait sur le mât. Ici, la montée du drapeau s'est faite tous les premiers lundis du mois. Il importe que ceux qui vont aller professer dans les contrées éloignées d'Abidjan puissent rapporter avec eux les valeurs citoyennes et les diffuser auprès de leurs enseignés. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Pour nous, Ivoiriens, ces paroles, c'est une identité. Le salut aux couleurs, une occasion pour les responsables des différents établissements scolaires de passer des messages aux apprenants. Cette institution qui s'impose à nous chaque premier lundi du mois est un sacerdoce. Il faut rappeler d'abord aux étudiants et aux travailleurs de l'école normale supérieure leur mission au niveau de l'État de Côte d'Ivoire et au niveau de leur personne elle-même. Nous saisissons l'opportunité pour véhiculer le message à tous les enfants, leur donner une orientation de la semaine et faire respecter les instructions ministérielles. Pour de nombreux responsables d'école, il faut inculquer aux apprenants l'importance du salut aux couleurs afin de faire d'eux des citoyens responsables, consciencieux, respectant les lois, les valeurs et les institutions de la République. Un mois après sa prise de fonction, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme dévoile les grands axes de son plan d'action. Il a rencontré les acteurs clés de son ministère. Chantal Akandon. Devant la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire et le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a présenté ses priorités en 4 grands axes. Ce sont la relance de la construction, la promotion des logements sociaux selon la politique du gouvernement, l'amélioration de l'environnement de nos villes et le renforcement de la bonne gouvernance dans les secteurs concernés. À ces acteurs, le ministre Claude Isaac Day a demandé une franche collaboration pour que le secteur aille mieux. Nous avons convenu de travailler ensemble pour pouvoir accélérer la production de logement social, mais aussi d'apporter des solutions importantes aussi aux Ivoiriens. La priorité d'abord, c'est d'abord accélérer les logements en production. Ensuite, essayer de travailler sur la question du financement de logement, donc un financement long terme à des taux très faibles, et faire en sorte que le maximum de personnes dans le domaine social puissent avoir accès au logement. En réponse au ministre, les notaires et architectes ont accepté de s'impliquer davantage dans ce secteur. La Chambre des notaires est très ravie de cette rencontre. Le ministre lui-même nous a fait savoir qu'il était tout à fait disposé pour qu'il y ait une collaboration franche avec le ministère pour aider vraiment à résoudre le problème des logements sociaux. Les logements sociaux dont on parle tant, nous avons insisté auprès du ministre pour dire que les architectes n'avaient pas été associés. Le social ne veut pas dire des logements pour économiquement faibles. Le social, ça veut dire qu'il y a une volonté politique qui prend en charge toute une série de charges. Il y a du social pour économiquement faibles, il y a du social pour cadres moyens, il y a du social pour cadres supérieurs. Vous n'avez qu'à voir Danga. Une autre rencontre dans le même esprit est prévue avec la Chambre syndicale des promoteurs et aménageurs de Côte d'Ivoire et la Chambre nationale des promoteurs agréés de Côte d'Ivoire. Une quinzaine de villages de la région de San Pedro viennent d'être électrifiés. Ils ont bénéficié du programme d'électrification lancé par le chef de l'État. Le dernier village à être accordé au réseau électrique est situé dans la commune de Tabou. Les travaux ont coûté 62 millions de francs CFA. Thérèse Yoboué. Fini le temps des lampes tempêtes et autres dans la région de San Pedro. La promesse d'électrification faite par le chef de l'État lors de sa visite dans la région devient une réalité. Plusieurs villages sont électrifiés.
Le dernier en date, Ombloké, dans la commune de Tabou. Il vient d'être relié au réseau électrique national. Le premier compteur a été remis au chef de terre par le président du conseil régional. L'État central nous appuie effectivement pour électrifier les villages et nous sommes convaincus qu'avec l'aide de l'État central et avec le budget aussi du conseil régional, nous allons pouvoir atteindre le taux de 60% d'ici fin 2018. Les populations ont exprimé leur gratitude au chef de l'État dans sa quête pour le bien-être des populations. Le village de Ombloké, selon le député maire, va abriter le futur hôpital moderne de plus de 150 lits d'hospitalisation. L'opération s'inscrit dans le cadre de construction de 15 hôpitaux modernes en Côte d'Ivoire. Le préfet du département de Tabou a exhorté la population à cultiver la paix et à se mettre au travail afin de contribuer au développement du département. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, 2 femmes sont devenues des symboles d'autonomisation. Elles œuvrent dans les domaines de l'élevage et du vivrier. Thérèse Yoboué. Dans le Haut-Sassandra, les activités génératrices de revenus ne manquent pas. L'exemple de Dame Lopez TCI en est une parfaite illustration. Elle dispose d'une ferme de porcs multiplicateurs. Elle fournit ainsi la région en porcin, ce qui à terme permettra au Haut-Sassandra d'être autonome en viande. Je suis venue à l'élevage de porc par passion et puis aussi pour l'autonomie financière. Vraiment, j'arrive à faire beaucoup de choses. Déjà, apporter ma petite expérience à l'ensemble des éleveurs et puis ensuite voir comment véritablement agrandir la filière dans ma région. Pour aider les jeunes de la région, Dame TCI leur a fait appel, comme c'est le cas de Bleu Doué et Hervé Kwasi. Non, il faut amener tous les jeunes Ivoiriens à pouvoir s'intéresser au métier de la terre. Je dis que ça paye, ça nourrit son homme. Ce stage-là va permettre à recevoir mon diplôme qui va permettre dans les années à venir ou bien dans les jours à venir de travailler, en tout cas dans une ferme ou bien moi-même de m'installer à mon propre compte aussi. Comme TCI, Béatrice Touré a choisi la culture de la tomate hors sol et l'élevage de poulets, des activités qui lui assurent une autonomie financière. L'agriculture hors sol, c'est une agriculture qui peut nous aider à pouvoir maîtriser tout ce qui est autour de l'agriculture en général. C'est-à-dire quoi? Nous ne cultivons pas dans le sol, nous ne dépendons pas de la pluie. Il suffit d'avoir un point d'eau, un local pour pouvoir maîtriser tout ce qu'il y a comme contour. Je travaille, mais il faut que je puisse faire quelque chose pour renflouer un peu mes gains. Les exemples de Dame TCI et Touré doivent faire école afin que d'autres jeunes puissent bénéficier d'opportunités d'emploi. Une des préoccupations du gouvernement. La 10e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, se prépare. Un protocole d'accord a été signé ce mardi entre la Commission nationale des droits de l'homme et la Fondation Magic System. Quel en est l'objectif? Isaïo. C'est au cours d'un mariage, il y a 2 ans, que l'idée d'un protocole d'accord entre la CNDHCI, Commission nationale des droits de l'homme, et la Fondation Magic System a germé. La signature de ce protocole d'accord vise à mettre la musique au service des droits de l'homme. Et le cadre choisi est la 10e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Nous nous associons au FEMUA 10 à l'effet de mieux promouvoir, de mieux faire connaître les droits de nos populations. Le droit à la santé et surtout le droit à l'éducation. Promouvoir également tout ce que la Fondation Magic System fait en termes de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le FEMUA, en plus d'être une plateforme musicale, œuvre dans la promotion de l'éducation, de la santé, de l'environnement et de bien d'autres domaines. La musique est un facteur de rapprochement des masses et ce qui fait qu'il est plus facile à travers la musique de faire passer certains messages. Et c'est ce que le FEMUA va s'atteler à faire avec la Commission nationale des droits de l'homme qui a accepté de nous accompagner sur cette 10e édition pour qu'ensemble il y ait une synergie dans notre manière d'approcher les populations, dans notre manière de sensibiliser la population sur les droits de l'homme. Les 2 structures ont promis de poursuivre leur collaboration au-delà du FEMUA 10 prévu à Anoumambo au mois d'avril prochain. Le lancement étant prévu pour début mars à Paris en France.
Sur le plan religieux, une prière et des bénédictions spéciales ont été faites pour la Côte d'Ivoire. Les initiateurs, le Conseil supérieur des imams COSIM et le Conseil supérieur des conducteurs professionnels et transports de marchandises et assimilés de Côte d'Ivoire. Parga se reconnaît. Siège du Conseil supérieur des imams COSIM, section d'Abobo. Imams, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans venus des différents quartiers de la commune pour prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Une initiative du Conseil supérieur des conducteurs professionnels des transports marchandises et assimilés de Côte d'Ivoire. J'ai pris sur moi pour demander aux imams d'implorer Dieu, le Tout-Puissant, pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Où on est quitté là, il ne faut plus jamais qu'on arrive là. Quel qu'il soit, ce qui ne va pas entre nous. On peut ne pas se parler, on peut marcher, on peut tout faire, tout, sauf la violence. J'ai pris Dieu à ce que Dieu puisse accepter ces grandes prières. Pour le représentant du président du Conseil supérieur des imams et pour les responsables du COSIM section d'Abobo, tout projet de développement ne peut se faire sans paix ni stabilité. Nous avons vu par le passé où tout le monde avait déserté. Il y en a qui sont partis au Mali, il y en a qui sont partis à Lomé. Partout dans le monde, les Ivoiriens se retrouvaient. C'est parce qu'il n'y avait pas la paix. Si on dit aujourd'hui il faut travailler, c'est parce qu'on est dans le pays, on est en paix. Donc sans la paix, il n'y a pas de développement. Lecture coranique, louanges, chants liturgiques, des temps forts qui ont marqué cette cérémonie de prière et de bénédiction pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Restons en religion avec le 11e synode de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Astou Touré. Cette procession met fin au 11e synode ordinaire du district de Yopougon. Ce district, créé en 2006, regroupe 73 églises. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, à travers ce synode, a pris des décisions en vue d'améliorer la vie de l'Église. La grande chorale d'Oreb avait été suspendue. À ce synode d'Ada, cette chorale a été réhabilitée. Et la deuxième chose, il y avait le maître de cette chorale qui avait été mis sous discipline. Mais à ce synode, il a été aussi rétabli. Je dis merci au Seigneur qui a inspiré ce synode à revenir sur cette décision et accorder le pardon à ses fils. Le révérend Samuel Obonou, surintendant du district de Yopougon, est à son dernier synode. Après 40 ans passés au service de l'Église, il prend sa retraite cette année. Il juge son bilan positif. Tous ceux avec lesquels nous travaillons sont des serviteurs qui se sont sentis des serviteurs inutiles, avec lesquels les relations de travail sont des relations de sincérité et de paix. Le thème retenu cette année est « Allez donc pour un accompagnement réussi de la lutte contre la pauvreté ». À travers ce thème, la révérende Louise Kida, pasteur associée en charge du circuit de Yopougon, a exhorté les fidèles au travail et à l'assistance aux personnes vulnérables. Cantiques, offrandes et invocations ont rythmé ce 11e synode du district de Yopougon. En France, François Fillon a dit sa part de vérité. Lors d'une conférence de presse, il est revenu sur la polémique créée par l'emploi d'assistante parlementaire de son épouse. François Fillon a présenté ses excuses aux Français, mais il maintient sa candidature à l'Élysée. Il précise que tous les faits évoqués sont légaux. Le président haïtien élu Jovenel Moïse vient de prêter serment ce mardi. L'homme d'affaires de 48 ans devient ainsi le 58e président d'Haïti après une crise électorale qui a paralysé la vie politique du pays pendant 1 an et demi. Il signe le début de sa carrière politique en accédant aux plus hautes fonctions du pays le plus pauvre des Caraïbes. Près d'une quarantaine de personnes ont péri et des dizaines d'autres ont été blessées aujourd'hui en Syrie. Plus de 70 raids ont été effectués par des appareils russes et syriens contre plusieurs localités de Deir ez-Zor dans l'est du pays. Le plus violent bombardement de cette région depuis le début de la révolte en 2011, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En sport football, la Confédération africaine de football a misé gros pour la CAN 2017. Au total, ce sont 9,6 milliards de francs CFA que la CAF a distribués aux différentes équipes. Une somme en nette progression par rapport aux 6 milliards de l'édition 2015. Retour en chiffres sur les primes de la CAN avec Adama Koné.
Si la Coupe d'Afrique des Nations CAN était un titre coté en bourse, l'on dirait que l'action enregistre une appréciation de 60%. Pour l'édition 2017, la Confédération africaine de football, CAF, a distribué au total 16 millions de dollars, soit 9 milliards 600 millions de francs CFA au cours du jour, contre 6 milliards en 2015. Et le détenteur principal de l'action, le vainqueur 2017, le Cameroun, est le plus heureux. Le but de la victoire permet au pays d'empocher 2400 millions de francs CFA ou 2 milliards 400 millions de francs CFA, là où la Côte d'Ivoire touchait en 2015 900 millions de francs CFA. L'Égypte se tire avec 1200 millions ou 1 milliard 200 millions de francs CFA. Quant aux demi-finalistes recalés, le Burkina Faso et le Ghana, ils sont repartis avec 900 millions de francs CFA chacun. L'enveloppe pour les quarts de finalistes était de 480 millions de francs CFA. Les équipes éliminées en phase de poule ont quitté la compétition avec la somme de 285 millions de francs CFA chacune. C'est la clé de distribution décidée par la CAF pour la période 2017-2020. Sur cette période, la CAF a ainsi revu le barème des ristournes financières tirées de ses partenaires financiers à travers les droits de retransmission télé et le sponsoring. Le sélectionneur israélien des Black Stars du Ghana, Avram Grant, a démissionné de ses fonctions ce mardi. Cette démission intervient à la suite de la CAN 2017 où la sélection ghanéenne a terminé 4e du tournoi alors que le technicien israélien avait pour mission de remporter la compétition. Avram Grant avait pris les commandes de l'équipe de football du Ghana après le mondial 2014 de football. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de votre attention. Surtout, restez sur RTI 1. Tout à l'heure, le débat. Il va traiter ce soir de l'agrobusiness en Côte d'Ivoire. Est-ce une opportunité ou une arnaque? Doit-on continuer à y croire? Pourquoi est-ce que l'État a tout arrêté? Quelles sont les conclusions après les enquêtes? Le débat revient donc ce soir. C'est tout à l'heure, tout juste après ce journal. Merci de rester sur RTI 1.